Lorsqu'on parle d'un passé lointain, il est parfois très difficile de tracer la frontière entre mythe et fait. Il n'existe aucun témoin vivant de ce que nos ancêtres ont fait il y a des centaines ou des milliers d'années, alors comment pouvons-nous vraiment savoir comment ou pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait? La réponse est que nous ne pouvons pas, c'est pourquoi nous ne pouvons pas être sûrs de la manière dont les prouesses technologiques que vous verrez dans cette vidéo ont été réalisées. Mais nous pouvons spéculer, alors amusons-nous à deviner. Numéro 1. De nos jours, les gens se moquent de tous ceux qui ont une devise ringarde sur leur profil de réseau social ou sur les murs de leur maison, comme « vivre, rire, aimer ». Cependant, ils ne devraient pas le faire, car les gens écrivent des pensées tout aussi banales sur les objets depuis la nuit des temps. Prenons par exemple cette collection de 80 miroirs en bronze. En avril 2021, les miroirs ont été découverts dans un cimetière de la province du Shaanxi, en Chine. Les tombes d'où proviennent les miroirs dateraient de la période des royaumes combattants, soit environ 2200 ans, selon les archéologues. Bien que de nombreuses tombes aient été pillées au cours de l'Antiquité, les miroirs sont restés intacts, peut-être en signe de respect. Les archéologues modernes n'ont pas de telles réserves et les ont donc pris à côté des têtes des morts. Des miroirs ont parfois été découverts avec des traces de soie attachées, suggérant qu'ils étaient placés dans des sacs ou des sachets en soie avant les funérailles. On les a retrouvés sur les corps d'hommes et de femmes, ce qui implique que le rôle symbolique qu'ils jouaient était universel. Bonheur éternel, vivre longtemps dans la mémoire et richesse pour ma famille sont quelques-unes des devises qui y sont gravées. Numéro 2. Il n'y a pas de réponse correcte à la question sur la couleur de la coupe de Lycurgue. Il peut être de deux couleurs, selon la direction dans laquelle on le regarde et l'éclairage au moment où on le regarde. Cette curiosité vieille de 1600 ans a intrigué et dérouté tous ceux qui l'ont vue depuis des siècles. La tasse a été fabriquée en verre dichroïque, qui peut réfléchir les particules de lumière de différentes manières. Si vous éclairez le verre par derrière, il apparaîtra vert, mais si vous l'éclairez directement par l'avant, la couleur deviendra rouge. La personne qui l'a fabriqué comprenait presque certainement les principes du verre qu'elle utilisait, même si elle ne savait pas pourquoi il se comportait ainsi. Les archéologues n'ont jamais rien trouvé de plus semblable, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de la délicatesse de la coupe. Par conséquent, nous ne pouvons pas exclure la possibilité qu'une seule personne dans la Rome antique ait compris le potentiel du verre et comment fabriquer de belles choses avec. Numéro 3. La tablette de Kish, un artefact en calcaire nommé d'après sa découverte dans l'ancienne ville sumérienne de Kish en Irak, a généré une certaine confusion quant à sa date de découverte, certaines sources suggérant 1923 et d'autres 1933. Les scientifiques ont daté la tablette de la période d'Uruk, il y a plus de 5000 ans. Selon la plupart des experts en langues et cultures anciennes qui ont examiné la tablette de Kish, elle est considérée comme le document écrit le plus ancien au monde, ce qui lui confère une grande importance. Cependant, l'écriture sur la tablette, partiellement pictographique, semble être une sorte de proto-cunéiforme. La traduction des inscriptions proto-cunéiformes reste extrêmement difficile, ce qui indique que la compréhension des messages de la tablette nécessitera probablement de nouveaux progrès dans notre compréhension des premières langues écrites. Par conséquent, même s'il est hautement probable que la tablette Kish contienne des messages importants, il reste incertain si nous pourrons un jour comprendre pleinement son contenu. Numéro 4. Notre prochain artefact mystérieux est connu sous le nom d'épée à 7 branches, bien qu'il puisse également être connu sous le nom d'épée Shashido. La légende raconte que cette épée de cérémonie aurait été offerte à un souverain de la province japonaise de Yamato par un roi de Baekje, dans l'actuelle Corée du Sud. Il doit avoir existé dès 720, comme il est mentionné dans le Nihon Shoki, également connu sous le nom de Chronique du Japon, qui fut achevé cette année-là. Le texte indique qu'il a été donné au cours de la 52e année du règne de l'impératrice Jingu,
bien que ce chiffre soit presque mythique et qu'aucune datation liée à son règne supposé ne puisse être fiable. L'épée inhabituelle mesure près de 4 pieds de long et est faite de fer, avec 6 protubérances dépassant de la lame centrale comme des branches. Il est considéré comme si précieux qu'il n'est pas exposé au grand public et est conservé sous clé au sanctuaire Izonokami dans la préfecture de Nara. Il y a une inscription sur le côté de l'épée qui se traduit en anglais par « à midi, le 16e jour du 11e mois, la 4e année de Ta ». Cette épée était faite d'acier durci 100 fois. Cette épée repousse une centaine de soldats ennemis et est offerte au seigneur duc par bonne fortune, ce qui le distingue clairement comme un cadeau. Cependant, on ne sait toujours pas qui l'a décerné et à qui. Numéro 5. Il fut un temps où nous pensions comprendre ce qu'on appelle le disque céleste de Nebra. Les experts étaient presque sûrs qu'il avait environ 3600 ans et représentait le Soleil, un croissant de lune et les étoiles qui composent les Pléiades. Mais depuis septembre 2020, toutes ces théories étaient obsolètes. 2 experts de l'université Goethe de Francfort, en Allemagne, ont conclu qu'il était en réalité 1000 ans plus jeune qu'on ne le pensait auparavant et qu'il s'agissait donc d'un reliquaire de l'âge du fer. Changer l'âge de l'artefact signifie que les hypothèses astronomiques sur ce qu'il représente doivent également être considérées comme obsolètes. De nouvelles questions se posent également quant à l'origine de l'artefact. Il a été découvert en 1999 en Saxe-Anhalt, en Allemagne, mais le cuivre utilisé dans sa construction vient d'Autriche, tandis que l'or et le bronze proviennent de Cornouailles, en Angleterre. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour le créer à partir de matériaux rassemblés à divers endroits. Cependant, si nous nous trompons sur son âge de 1000 ans, nous devons alors accepter que les étoiles qui y sont représentées ne sont probablement pas les Pléiades. Que pourrait-il représenter à la place? Malheureusement, pour le moment, nous n'en avons aucune idée. Numéro 6. Wave Rock, l'océan n'est pas le seul endroit en Australie où vous pouvez attraper une vague. Une vague époustouflante qui ne déferle jamais et qui est complètement figée dans le temps se trouve à seulement 3 km à l'est de la ville endormie d'Aidan, dans la ceinture aurifère de l'Australie. Au fil des années, The Wave Rock a joué un rôle important dans la vie des aborigènes australiens. Il a 2,63 millions d'années, bien avant que les dinosaures ne parcourent la Terre, et forme le côté nord de Inrock, un Inselberg massif. Numéro 7. Eternal Flame Falls. Eternal Flame Falls est une cascade de 35 pieds avec une grotte abritant une petite lumière vacillante d'environ quelques pouces de hauteur, allumée il y a des milliers d'années par les Amérindiens. On a longtemps cru que l'incendie brûlait à cause de poches de gaz s'élevant de l'ancien substrat rocheux très chaud. Cependant, les scientifiques ont découvert que les schistes situés sous la cascade ne sont ni assez chauds ni assez anciens pour générer des poches de gaz. Cette flamme et ses suintements durent dans ces endroits depuis des millions d'années, et vous savez que la roche-mère qui se trouve à environ 400 mètres de profondeur n'est pas particulièrement chaude et ne devrait même pas produire beaucoup de gaz, mais elle l'est et elle ne coule pas dehors. Leur idée est donc que la création continue de gaz en profondeur est due à un mécanisme distinct. En d'autres termes, quelque chose d'autre doit entretenir la flamme éternelle, mais les chercheurs ne savent toujours pas de quoi il s'agit. Numéro 8. Formation rocheuse d'Al-Nasla. La formation rocheuse d'Al-Nasla s'élève au-dessus de ses environs avec des pétroglyphes datant de plusieurs milliers d'années et des signes d'occupants humains remontant à l'âge du bronze. Sa caractéristique la plus remarquable, cependant, est qu'il est divisé en deux, chaque morceau du bloc reposant sur un petit et mince piédestal. Bien que de nombreuses personnes se demandent si la nature aurait pu générer une telle caractéristique, d'importants facteurs géologiques sont à l'origine de l'une des formations rocheuses les plus impressionnantes au monde. Une autre articulation fracturée parallèle à la fissure principale peut être trouvée à l'arrière d'Al-Nasla, ce qui pourrait être un indice. L'érosion du grès et du calcaire conduit à des caractéristiques spectaculaires dans toute la péninsule arabique.
Les tremblements de terre et les lignes de faille pourraient avoir joué un rôle dans la formation de la fissure d'Al-Nasla. Même si son destin est inéluctable, Al-Nasla reste une merveille géologique. Numéro 9. La colline des Croix est un lieu de pèlerinage dans le nord de la Lituanie. L'histoire exacte de la pratique consistant à laisser des croix sur la colline est inconnue, mais on pense que les premières croix ont été placées après une révolte en 1831. Au fil des siècles, les visiteurs catholiques ont emporté non seulement des croix et des crucifix, mais aussi des statues du Vierge Marie, sculptures de patriotes lituaniens et milliers d'effigies et chapelets miniatures. Le nombre précis de croix est inconnu, bien que les estimations le situent à environ 55 000 en 1992. La colline des Croix est un lieu de pèlerinage populaire en Lituanie et représente aujourd'hui la persistance pacifique du peuple lituanien malgré les dangers qu'elle a endurés tout au long de l'histoire. La Lituanie est devenue partie intégrante de l'Empire russe après la troisième partition du Commonwealth polono-lituanien en 1795. En 1831 et 1863, les Polonais et les Lituaniens ont tenté, sans succès, de renverser les dirigeants russes. Ces deux révoltes sont liées aux origines de la colline, lorsque les familles ont commencé à ériger des croix symboliques sur le site d'un ancien fort de la colline. Après la chute de l'Union soviétique en 1990, la fabrication de croix lituaniennes est devenue extrêmement populaire et la colline a été érigée en hommage à l'engagement du peuple lituanien à maintenir vivante son identité religieuse et nationale pendant ces temps difficiles. En conséquence, le nombre de passages a augmenté dans les années qui ont suivi l'ère soviétique et la population lituanienne, libérée de l'oppression religieuse, a pu pratiquer ses croyances sans craindre d'être persécutée. Numéro 10. La randonnée du Huayna Picchu au Pérou peut parfois être difficile et effrayante, mais c'est sans aucun doute l'une des meilleures choses à faire au Machu Picchu, la légendaire cité perdue des Incas. Ne soyez pas alarmés par le nom, bien qu'on l'appelle l'escalier de la mort du Machu Picchu en raison de son chemin raide et étroit, il y a eu très peu d'accidents et de morts ici au fil des ans, et c'est assez surtant que vous n'y faites pas attention. Huayna Picchu a une hauteur de 2693 mètres et seuls des escaliers étroits mènent au sommet. La vue impressionnante depuis le sommet est la principale raison pour laquelle les gens gravissent le Huayna Picchu. Il n'y a pas de meilleur endroit pour voir les ruines incas du Machu Picchu que de ce point de vue. L'ascension du Huayna Picchu prend environ 2 heures. Numéro 11. Les grottes de Barabar sont un ensemble de cavernes creusées dans la roche dans l'état indien du Bihar. Ces grottes sont d'une antiquité importante, remontant à la période Mauryan, ce qui en fait les plus anciennes grottes creusées dans la roche en Inde. Ils sont connus pour leurs inscriptions, dont certaines remontent à la période du monarque Mauryan, Ashoka. Ces grottes sont situées sur la colline de Barabar et sur la colline adjacente de Nagarjuna, certaines étant considérées comme un groupe distinct de grottes. Ils ont été creusés dans un substrat rocheux solide en granit et la plupart comportent 2 chambres. Le premier aurait accueilli de grands rassemblements de fidèles, tandis que le second contenait un stupa, une structure en forme de monticule contenant des reliques. L'architecture de ces grottes est particulièrement remarquable en raison du polissage mauryan à l'intérieur des chambres, qui produit un effet d'écho distinctif. Cet effet aurait eu un impact sur les fidèles rassemblés dans les grottes, ajoutant une dimension spirituelle à l'expérience. Numéro 12. Gunjie-Wamp est un site archéologique près de Groton, dans le Connecticut, aux États-Unis. Cet endroit est célèbre pour ses nombreuses structures en pierre, bien qu'il n'y ait aucun accord sur leur âge ou leur fonction. Plusieurs hypothèses ont été proposées sur son origine, depuis les constructions amérindiennes jusqu'aux constructions coloniales européennes. L'une des hypothèses les plus frappantes suggère que les structures de Gunjie-Wamp ont été construites par des moines irlandais entre le 6e et le 8e siècle. Cette affirmation est basée sur la présence de structures similaires en Irlande et sur l'idée que ces moines ont traversé l'Atlantique pour éviter les Vikings. Cependant,
cette affirmation manque de preuves solides et a fait l'objet de controverses parmi les chercheurs. Numéro 13. Skelly Michael est l'un des 2 sites du patrimoine mondial de l'UNESCO en République d'Irlande. Cet endroit abrite le monastère de Saint-Fionnan, l'une des premières fondations du pays, situé sur un magnifique rocher au large des côtes du Kerry. Les moines qui vivaient à Skelly Michael priaient et dormaient dans des maisons en pierre en forme de ruche, dont beaucoup existent encore aujourd'hui. Au Xe siècle, les moines quittent l'île et elle devient un lieu de pèlerinage et de refuge pour les catholiques pendant les lois pénales. Pour suivre les traces des moines, il faut gravir 618 marches hautes et inégales. Se rendre à Skelly Michael peut être difficile, mais cela en vaut la peine. En plus de sa riche histoire, l'île possède une énorme abondance de vie aviaire. L'île possède la 2e plus grande colonie de fous de bassin au monde. Numéro 14. Grotte de Fingal, le brouillard qui enveloppe parfois l'île, à 8 miles à l'ouest de Mull, dans les Hébrides intérieures d'Écosse, est aussi épais que les brumes qui cachent la vérité sur Fingal. Approchée depuis l'eau, la grotte de Fingal semble trop belle, trop architecturalement conçue pour être naturelle, un trou en forme de cœur de 42 pieds de haut et entouré des mêmes colonnes hexagonales de basalte qui bordent la chaussée des Géants dans le nord de l'Irlande. Ce fut l'une des premières attractions touristiques d'Écosse. C'est un lieu de rencontre pour des célébrités telles que Wordsworth, Keats et Cher. En effet, Fingal's Cave possède une autre caractéristique qui se reflète dans son nom gaélique, en Uembin, ou Music Cave. L'acoustique cristalline créée par les colonnes de basalte et le plafond voûté a conduit Mendelssohn à composer son Ouverture des Hébrides, une merveilleuse œuvre d'art. Numéro 15. La mystérieuse cheminée de Labuan, une cheminée en briques rouges de 100 pieds de haut se trouve sur une colline au nord de l'île de Labuan, au large de la côte et de la Malaisie. Au niveau des cheminées, rien de spécial, juste une tour carrée en briques avec 2 arches à la base et une belle corniche au sommet. Mais pourquoi a-t-il été créé? Cela déconcerte les archéologues depuis des décennies. Diverses hypothèses ont été proposées pour expliquer sa fonction, allant d'une maison incomplète à un phare ou un clocher. L'explication la plus probable relie la cheminée aux précédentes opérations d'extraction de charbon dans la région. Selon les experts, elle faisait partie de cette nouvelle usine de fabrication de briques. Numéro 16. Théâtre Andromède, il y a une étrange zone suspendue entre le sol et les étoiles à Santo Kiskina, dans la province d'Agrigente, en Italie. Il s'agit du théâtre Andromède, un miroir du ciel encore peu connu du grand public, mais qui offre un spectacle unique. La construction est bien éclairée par la lumière naturelle et il n'y a aucune trace d'artifice ou d'aide électrique. Tout a été conçu pour s'intégrer à la nature, offrant un spectacle unique où le temps semble suspendu dans un intervalle infini entre le présent, le passé et le futur. Numéro 17. Elephant Rock, si vous allez dans le parc national Valley of Fire, dans le désert du sud du Nevada, vous pourrez voir une formation rocheuse qui ressemble à un animal. Situé à des milliers de kilomètres de là, il est connu sous le nom de Elephant Rock et possède un corps semblable à celui d'un éléphant, avec une très longue trompe qui atteint le sol. Mieux encore, il ne faut qu'environ 500 mètres de randonnée légère pour l'atteindre depuis le début du sentier, ce qui en fait un endroit idéal à visiter pour les personnes de toute capacité physique. Numéro 18. Tour du Diable, nous nous rendrons directement dans l'État nord-américain du Wyoming pour profiter d'une merveille géologique vraiment particulière et énigmatique, la Tour du Diable. Cette formidable formation rocheuse est devenue le protagoniste du territoire qu'elle occupe, classé parc national. La Tour du Diable est située au milieu de grandes plaines complètement plates, étant un monolithe d'origine volcanique. Sa forme et sa taille parfaite font de cette formation rocheuse, qui semble surgir de nulle part, l'attraction principale domaine. Malgré sa hauteur modeste de seulement 386 mètres,
les alpinistes capables de gravir jusqu'à 8000 mètres ne peuvent pas l'escalader en raison de ses parois pratiquement verticales. Monter au sommet, plus difficile encore, descendre devient un défi presque impossible. Bien que ses origines ne soient pas tout à fait claires, des études récentes suggèrent une origine volcanique, expliquant sa forme comme le résultat du refroidissement de la lave à une température spécifique. Quoi qu'il en soit, ce gratte-ciel rocheux est un lieu idéal pour les amateurs de mystérieux. Numéro 19. L'église souterraine de Saint-Jean. Notre prochaine histoire passionnante nous emmène en France, plus précisément dans la ville idyllique d'Auxerre-sur-Dronne. Voici l'église souterraine monolithique en pierre sculptée de Saint-Jean, qui ravit les historiens et les touristes. Selon ce que les chercheurs ont découvert, l'église a été conçue à l'origine pour abriter des objets religieux de valeur conservés dans un reliquaire et protégés des voleurs. Au cours des siècles suivants, l'église Saint-Jean servit également de cimetière. Certaines sources historiques suggèrent que les ouvriers qui ont sculpté l'église directement dans la roche calcaire ont été inspirés par les croisés de retour qui ont rapporté des histoires de temples souterrains et de salles de trésors. Bien que les fonds baptismaux au centre de l'église aient probablement été conçus entre le IVe et le 1er siècle, il est possible que l'église n'ait reçu sa forme définitive qu'au XIIe siècle.